comment les anglo-saxons ont été accueillis par les Français lors de la Libération. Dans les films de guerre, la foule est en liesse, les Français sont contents. Mais pourtant, la réalité est plus complexe que cela. Vous n'allez pas me croire, mais certains GI ont été condamnés à la pendaison. Comment certains GI ont pu passer du statut de héros à celui de pendu? Au soir du 6 juin, les Alliés ont débarqué. Les anglo-saxons ont établi 5 têtes de pont, mais ils ne disposent pas de ports en eau profonde. La ville de Caen n'est pas prise, et les Américains du général Bradley s'enlisent dans le Cotentin. Pourquoi cet enlisement d'après vous? L'état-major US n'a pas anticipé la géographie normande. Les haies vont constituer un sérieux obstacle à l'avancée US. De plus, Rommel a inondé les terres basses du Cotentin, compliquant le mouvement des troupes alliées. Les Allemands occupent le terrain depuis 4 ans, ils ont fait des haies une forteresse. Les GI doivent affronter un milieu qu'ils ne connaissent pas, la reconnaissance aérienne est inefficace, il est facile de tendre une embuscade. Et les chars constituent une proie facile pour les bazookas, chaque haie se ressemble, surtout que la défense bénéficie de points d'observation idéal. De plus, le mois de juillet est extrêmement pluvieux, transformant les champs en bourbiers dans lesquels les chars s'enfoncent. Dans la guerre des haies, l'entraînement dans les camps ne sert à rien du tout. Les haies ont un rôle économique. Elles servent à délimiter la propriété, elles sont bordées d'orties et de ronces, sans compter les poiriers et les pommiers qui peuvent se trouver dans les haies mêmes ou dans les vergers. Le sergent Cutling a l'idée d'équiper les Sherman avec des fourches fabriquées dit-on avec l'acier des obstacles côtiers. Elles deviennent très vite inutilisables car elles se tordent. Elles permettent de défoncer les haies. Le fantassin doit endurer seul la guerre des haies. Les GI creusent des trous de taupe, portent tout le temps des vêtements mouillés, se contentent de rations peu variées et redoutent une balle de sniper. Les pertes sont effroyables. Entre le 3 et le 14 juillet 1944, le 8e corps de Middleton perd 10 000 hommes pour un gain de 10 km. Le général Collins nous dit que le bocage normand n'avait rien à envier à ce qu'il avait vu de pire dans le Pacifique à Guadalcanal. Aux blessures physiques s'ajoutent les troubles psychologiques. La fatigue, la peur, l'omniprésence de la mort sont telles en Normandie que les troubles neuropsychiatriques représentent à eux seuls 12% des admissions dans les hôpitaux de campagne US. Effroyable, non? Eisenhower a toujours considéré 40 ans comme le premier objectif du débarquement du 6 juin. Au soir du D-Day, la 101e est isolée et les Américains sont dans une situation précaire. La 101e division aéroportée lance les premières attaques sur 40 ans. Le 10, le 11 juin, les parachutistes allemands qui tiennent la ville tentent de la reprendre avec l'appui d'unités blindées récemment arrivées. C'est la Easy Company qui doit affronter cette violente contre-attaque. La Easy Company se replie, mais l'entrée en jeu de la 2e division blindée américaine venue d'Omaha scelle définitivement le sort de 40 ans. L'artillerie américaine s'est déchaînée, le clocher et le chœur de l'église sont atteints, l'usine Gloria flambe, ainsi que des maisons rue Holgate, et l'on peut déplorer une 50aine de victimes civiles. Désormais, la jonction est faite entre Utah et Omaha Beach. Des bombardements aériens sont lancés sur la ville dès le lendemain du D-Day. Elle est laissée pour morte et ressemble à un véritable champ de ruines. Il faut attendre le 24 juillet pour que les dernières poches de résistance allemandes se rendent, empêchant l'arrivée de tout renfort allemand depuis la Bretagne. En 4 mois, l'armée US a tué 50 fois plus de civils français que l'armée allemande en 4 ans d'occupation. Les chiffres officiels s'établissent autour de 20 000 victimes. Si tuer des civils fut considéré comme un mal nécessaire par les hauts gradés américains, certains militaires britanniques ne partageaient pas cette vision stratégique. Ainsi, le général Montgomery écrit « Notre communiqué d'hier annonçait la libération de 40 ans. En réalité, la commune a été complètement rasée. Il n'y a guère de maison qui n'a pas été touchée. Les habitants se sont enfuis. Drôle de libération. » Le Premier ministre Churchill s'opposa au bombardement par crainte de voir l'opinion française s'éloigner des Alliés en perspective d'une alliance européenne contre l'URSS.
Pendant la guerre, Caen est la cible des bombardements alliés depuis 1942 en raison de la Société métallurgique de Normandie. Mais le 6 juin, la ville devient un objectif prioritaire. Elle devait tomber le D-Day, mais c'est seulement au bout de 6 semaines et de 4 offensives que les Alliés enlèvent la ville aux Allemands. Les bombardements eurent surtout lieu entre le 6 et le 12 juin pour aider les troupes à se frayer un chemin depuis la côte vers la ville. L'infanterie britannique piétine dans les faubourgs, le largage des bombes a été plus sporadique et plus dispersé dans la campagne alentour. Néanmoins, l'incendie allumé dans la ville à partir du 7 n'est pas maîtrisé avant le 18 juin. Le 7 juillet, 500 bombardiers lâchent 2500 tonnes de bombes en moins d'une heure. L'amoncellement de ruines qui couvrait plus d'1 km² double de surface. Les Anglais pénètrent dans le camp complètement détruit et rejoignent les troupes canadiennes le lendemain. Le 17 juillet, commence l'opération Woodwood. 2500 avions ont largué 8000 tonnes de bombes. 2000 habitants sont tués dans les bombes, soit 3,5% de la population totale. 3000 autres civils sont sinistrés. Caen ne fut pas la seule ville martyre. En quelques jours, Lisieux, Pont-l'Évêque, Vire, Falaise, Avranches, Valognes, Argentan-en-Flers ne sont que des ruines. Le martyre de la Normandie se termine qu'au début du mois de septembre par la destruction du Havre, écrasé sous 12 000 tonnes de bombes. Vous vous souvenez, nous avons parlé de Saint-Lô tout à l'heure. Cette ville est bombardée dès le 6 juin. L'aviation alliée vise la gare ferroviaire ainsi que la centrale électrique. 800 habitants trouvent la mort dans les bombardements dans la nuit du 6 au 7 juin. Saint-Lô est un centre de communication et de circulation particulièrement important dans le département de la Manche. Les Américains ont pris des précautions ô combien bien minces, me direz-vous, pour minimiser les pertes civiles. Les Normands sont avertis par des tracts des largages des bombes. Zuckerman, le conseiller scientifique d'Eisenhower, soulignait le peu d'efficacité des bombardements. Les décombres causés par les destructions des villages ont été facilement déblayés ou tout simplement contournés par l'armée allemande. Le général Friedrich Hein réfute lui aussi l'efficacité des roadblocks. Selon lui, les décombres accumulés dans les nœuds routiers n'ont pas dérangé de façon déterminante le trafic et le ravitaillement de la Wehrmacht. En effet, on peut s'interroger sur l'utilité de tels bombardements. Pour le cas du Havre, seul le port représentait un intérêt stratégique pour les anglo-saxons. Mais il était rendu inutilisable par les bombardements. De plus, les garnisons allemandes de 12 000 hommes étaient situées sur les hauteurs et l'état-major vivait dans des villas bien cossues, loin du centre-ville. Les bombardements ont eu un effet majeur sur l'attitude des civils en Normandie. Quand Alan Brock, président du comité des chefs d'état-major, se rendit en France le 12 juin, il note dans son journal privé « La population française semblait nullement heureuse de nous voir arriver en nation victorieuse pour libérer la France. Elle ne s'en sortait pas trop mal, et voilà que nous apportions la guerre et la dévastation au pays. » Face à la destruction de leurs biens, un certain nombre d'habitants allèrent jusqu'à apporter un soutien actif aux Allemands comme dans les villes de Montebourg ou Troarn. À Saint-Lô, le 6 juin, l'administration militaire allemande ouvrit l'accès aux abris anti-aériens allemands à des milliers de Français, sauvant ainsi de nombreuses vies civiles. À la décharge des Américains, les limites technologiques du ciblage ne permettaient pas d'atteindre aux équipages des bombardiers une précision chirurgicale. Si les victimes des bombardements représentent le quart des victimes du conflit, elles ont été oubliées. Longtemps laissées aux marges des commémorations officielles, les victimes des bombardements ne trouvèrent pas leur place dans la mémoire d'après-guerre. Les soldats alliés et allemands pillèrent énormément en Normandie. Côté allié, ces problèmes disciplinaires débutèrent dès les premiers jours suivant le débarquement, ce qui a eu pour conséquence de refroidir la relation entre les alliés et les civils. Le bureau militaire britannique des affaires civiles rapporte le 12 juin « Pillage par les troupes assez répandu, la réputation des Britanniques a baissé ici aujourd'hui. » Les chefs alliés ont réagi, les auteurs furent poursuivis, et ces mesures ne permirent pas d'éliminer le pillage, ni de le réduire à néant. Contrairement au pillage, les viols furent plutôt rares dans la bataille de Normandie. Si cette pratique fut ultra minoritaire, elle n'en demeure pas moins réelle.
Pendant 80 ans, Aimé Dupré a gardé le silence sur le viol de sa mère. Le 6 juin, dans son petit village de Bretagne, Aimé Élodé Honoré a 29 ans et comme tous ses voisins, elle se réjouit de l'arrivée des Américains. Mais très vite, elle déchante. Le soir du 10 août, deux GI entrent dans la ferme familiale. Sa mère nous raconte comment les soldats ont tiré sur son mari, les balles viennent trouer son béret et les GI menacent sa fille. Je suis sorti pour la protéger et ils m'ont emmené dans les champs, ils m'ont violé 4 fois chacun, en tournant. Les mauvais comportements des GI ont pu être facilités par la propagande US. Pour motiver leurs troupes à combattre loin de chez eux, l'armée leur avait promis une France peuplée de femmes faciles. Le nouveau préfet gaulliste de la Manche prétendit qu'en août, les libérateurs se transformaient en pillards, violeurs et tueurs. Bien qu'il s'agisse d'une exagération, les soldats US se sont rendus coupables de 208 viols dans le département de la Manche. Les tribunaux militaires réprimèrent sévèrement ces délits, souvent en prononçant des peines de mort à l'encontre de leurs auteurs. Il y a eu d'autres exemples de viols après la bataille de Normandie. Madame Lucienne B était l'une des 4 femmes que les soldats Cooper et Wilson violèrent dans la nuit du 19 au 21 septembre dans la région de l'Héraultville, dans la Meuse. Il est très difficile de quantifier ces exactions. Les femmes violées n'osaient pas porter plainte pour éviter d'être rejetées par leur village. Selon un historien criminologue, plus de 3600 viols ont été commis en France entre juin 1944 et septembre 1945. Sur 116 soldats qui passèrent en cour martiale en France pour viol, 67 sont condamnés à des peines d'emprisonnement à perpétuité. Au sein de ce groupe, 80% sont noirs et 19% blancs. Les tribunaux militaires condamnèrent les soldats afro-américains à des peines plus sévères. 50% des soldats violeurs étaient ivres et la plupart des viols ont été commis par des troupes non combattantes de l'arrière. Au final, comme l'a souligné Olivier Vivorca, la libération a plus été vue comme un soulagement plutôt qu'une fête par les Français. Si les pertes civiles en Normandie ont été plus élevées que dans les autres régions de France, c'est que les affrontements ont duré plus longtemps que prévu et engendré des victimes d'autant plus nombreuses. Les Allemands ont résisté jusqu'à l'extrême limite de leur force et sans doute même au-delà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je sais que j'ai été un petit peu long, mais cette vidéo elle me tenait à cœur, c'est un sujet intéressant et je voulais vraiment me mettre en avant. Sinon je vous dis à une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Ciao.